Bonjour à tous et bienvenue à vous à travers ce nouveau podcast où nous allons parler cette fois-ci du profilage criminel, cette discipline qui met en lumière les motivations d'un crime et le profil psychologique probable d'un ou de plusieurs criminels. Et pour cela, nous allons donc forcément retourner aux origines du mal. C'est parti! Alors pour commencer, le profilage criminel est surtout très éloigné de ce que l'on peut voir dans les séries télé ou même au cinéma. Le profiler qui résout toute une enquête à lui tout seul, eh bien tout simplement il n'existe pas. On va parler un petit peu de la France. Eh bien chez nous, ce sont d'abord, chez nous comme dans d'autres pays, ce sont d'abord les gendarmes et les policiers qui mènent les investigations et qui arrêtent les suspects. Ils peuvent éventuellement être conseillés par des criminologues ou des psychologues indépendants sur des affaires bien spécifiques, mais il faut aussi préciser qu'il existe un département uniquement dédié au profilage, constitué d'enquêteurs qui sont formés à la psychologie du crime. Il s'agit du département des sciences du comportement qui se trouve au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. Mais on va remonter un petit peu dans l'histoire et dans le temps, puisque à la base, c'est le FBI qui a créé sa propre unité de sciences comportementales afin d'étudier les crimes en série. Alors évidemment, c'est vrai, ça soulève une certaine fascination, puisque le profilage criminel fait l'objet de nombreux livres, de séries, de films. Et c'est John Douglas qui a été l'un des pionniers du FBI a inventé le profilage d'aujourd'hui, quelque part, notamment d'un point de vue informatique. Ça, c'était environ dans les années 80, mais il n'était pas tout seul, puisque tout cela s'est fait aux côtés de Robert Ressler et de Roy Hazelwood, qui étaient eux aussi des agents du FBI. Avant eux, d'autres agents fédéraux avaient ouvert doucement les portes du profilage, avec les moyens du bord bien sûr, tout comme le docteur Brussel qui avait réalisé le brillant profil psychologique du Mad Bomber. Alors, qu'est-ce qu'ont voulu créer ces précurseurs de l'analyse criminelle ? Eh bien, tout ça, ça allait servir à identifier un profil psychologique d'un tueur ou d'un agresseur sur la base d'observations de la scène de crime, du rapport médico-légal, les preuves, les déclarations fournies par des victimes et des témoins, et bien sûr de la science comportementale. Le profil criminologique d'un tueur pouvait déjà inclure à l'époque des facteurs psychologiques tels que des personnalités antisociales, la psychopathologie, ainsi que des variables démographiques, comme par exemple une fourchette d'âge de l'auteur des faits, sa race et sa situation géographique. Dans la pratique, le profilage criminel comprend un processus complet en 6 étapes. Alors bien sûr, chacune d'entre elles va être cruciale dans son ensemble, puisque chaque étape va influencer les suivantes. Alors on va commencer par l'étape numéro 1, qui est la collecte d'informations. Tout ce qui peut être pertinent pour l'enquête et le profil criminologique va être analysé. Ça va inclure tous les éléments du rapport d'enquête, comme les photographies de la scène de crime, la description du quartier ou de la région, le descriptif des blessures et la cause de la mort établie par le médecin légiste, la chronologie de l'emploi du temps de la victime juste avant son décès, ainsi que son profil victimologique complet. Arrive ensuite l'étape 2, qui, elle, va consister à établir les caractéristiques de l'homicide. Donc celles-ci vont inclure le fait de savoir s'il s'agit ou non de crime en série, ou encore si le meurtre est l'objectif principal du meurtrier ou s'il est accessoire à un autre crime,
Si la victime est à haut ou à bas risque, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, une victime à haut risque, ça peut être une personne qui est fragilisée par son âge, un handicap ou encore un isolement. Les autres facteurs qui permettront d'établir les caractéristiques de l'homicide porteront sur le fait que la victime a été tuée sur le lieu de l'attaque ou bien ailleurs. Par exemple, une victime est retrouvée dans un endroit, mais on s'aperçoit qu'en fait, elle a été enlevée à un autre endroit, agressée à un autre endroit, puis tuée à un autre endroit, et le corps a été déposé encore ailleurs. Ça va donner de précieux indices pour dessiner le profil psychologique de l'auteur. Et là, du coup, on arrive à l'étape 3, qui va permettre d'évaluer le caractère organisé ou désorganisé du criminel. L'étude de la scène de crime permet de présenter les caractéristiques d'un tueur organisé ou désorganisé, ou encore la combinaison des deux. Alors pour ça, on utilise une liste de facteurs qui permet de faire cette évaluation, par exemple comme le positionnement du corps de la victime, si des actes sexuels ont été commis avant ou après le décès, s'il y a eu des actes de cannibalisme ou de mutilation qui ont été pratiqués sur le corps. Et tous ces indices, en fait, vont permettre de définir la classification organisée et désorganisée des criminels. Alors, pour entrer un peu plus dans le vif de ce sujet, en fait, les tueurs organisés ont généralement prémédité leurs actes. Ils laissent quasiment pas de preuves, voire pas de preuves du tout derrière eux. Et ce sont des gens qui savent parfaitement différencier le bien du mal. Toutefois, il faut bien noter que le criminel organisé n'est pas fou. A l'inverse, les tueurs désorganisés, eux, ne planifient pas leurs crimes. Ils sont beaucoup plus impulsifs dans leur manière d'attaquer. On retrouve généralement des preuves sur la scène de crime. Ce sont des gens qui peuvent être sous l'influence d'alcool ou de drogue, tout comme ils peuvent être atteints d'une maladie mentale. Alors bien sûr, le décryptage du criminel organisé et désorganisé est beaucoup plus vaste et du coup ce sera probablement l'objet d'un prochain article. À l'étape 4, on commence le profil criminel. Le rapport qui va être remis aux enquêteurs va faire état des caractéristiques possibles de la personnalité psychologique, physique et sociale du criminel. Le profil répertorie également ce qui est susceptible d'être en possession de l'auteur des faits, comme par exemple de la pornographie, notamment de la pornographie enfantine, des armes, etc. À ce stade de l'analyse, des stratégies peuvent être proposées pour appréhender et interroger le suspect. En termes d'information, aussi, le profil peut varier. Ça peut aller de quelques paragraphes à plusieurs pages d'analyse. Ça, ce sera en fonction de la quantité d'éléments qui sera fournie durant l'enquête. Durant l'étape 5, la stratégie d'enquête peut être développée dans le profil criminel. Donc à cette étape de l'analyse, on peut déjà restreindre la liste des suspects. Et puis, on peut mettre en place des stratégies qui vont permettre l'arrestation du ou des tueurs. Entre-temps, s'il y a de nouvelles informations qui émergent durant l'investigation, le profil criminel peut bien sûr être mis à jour. Et notre dernière étape, l'étape 6, elle va concerner l'arrestation de l'individu. Cette dernière phase était importante au début du profilage criminel, mais elle l'est toujours aujourd'hui parce que c'est elle qui va souligner la performance du profilage. C'est-à-dire qu'une fois que le tueur a été arrêté, qu'il a été jugé, qu'il a été incarcéré, les caractéristiques du profil qui ont été mis en place sont étudiées afin de comparer les informations indiquées dans le profil psychologique à celles de l'individu qui a été arrêté. Donc ça permet d'évaluer la qualité du profil qui a été réalisé durant l'enquête, puis d'intégrer toutes ces infos dans une base de données qui permettront d'affiner la précision des profilages criminels à venir.
Voilà, c'est la fin de ce podcast sur le profilage criminel. Alors c'est un sujet que nous pourrions aborder durant une journée entière. Là, je vous ai juste indiqué les grandes lignes de ce thème. Mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille de vous procurer les livres de John Douglas, Robert Hessler ou encore Stéphane Bourgoin, qui est notre spécialiste français des tueurs en série. Vous trouverez les liens de ces livres sous ce podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très belles vacances et on se retrouve prochainement. Au revoir.